Bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui pour un module de formation intitulé Déterminer les freins au changement dans l'entreprise. Puisqu'il est vrai que tous les êtres humains ont une certaine résistance au changement, mais sans changement, on ne peut pas avancer. Alors j'accueille pour ce module M. Pichou, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes spécialiste justement de la conduite du changement. Alors c'est vrai qu'en France, on a tendance à dire que les Français font souvent la grève, qu'ils sont très réticents au changement. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pourriez nous faire la liste des principales situations où il y a un certain nombre de changements dans l'entreprise? Oui, c'est vrai, effectivement, par rapport aux pays anglo-saxons, on s'aperçoit que les facteurs de blocage par rapport au changement sont importants. On en a retrouvé quatre grandes sortes, pardon. Un changement de tout ce qui est les systèmes d'information, mise en place d'un ERP dans l'entreprise, une chaîne d'assemblage qui passe d'une ligne à une unité autonome de production. On a aussi un changement qui peut être opéré dans le cadre du management, c'est-à-dire passer d'un management directif, descendant, à un management qui soit plus, comme on dit aujourd'hui, collaboratif et qui mette en perspective les propositions des salariés, des collaborateurs. Le troisième type de changement, plus lourd à mettre en place, c'est ce qu'on appelle les changements structurels. La mise en place, par exemple, dans la distribution, la grande distribution des drives, a obligé à changer les structures d'accueil des clients et les structures fonctionnelles aussi pour les salariés. Enfin, un dernier type de changement qui est un peu un aboutissement des trois grands changements dont je viens de vous parler, qu'on appelle le changement culturel, c'est le plus délicat. En fait, c'est par exemple passer d'une culture produit, où on était très habitué à être expert dans un produit, à une culture service, c'est-à-dire orientée vers le client. Voilà en gros les quatre grands champs, si on peut dire, du changement. Alors si on reste sur le champ donc, de modification de l'organisation du travail, quelles peuvent être les peurs, les craintes que ressentent les salariés de l'entreprise? La peur principale, c'est toujours l'inconnu. Je sais ce que j'ai, je sais, même si ce n'est pas forcément satisfaisant à l'instant T, mais vers quoi je vais. C'est-à-dire que la crainte, c'est effectivement d'avoir un moins, voire de disparaître, puisqu'il y a certains changements qui obligent à des licenciements, dont nous parlerons un peu plus tard. Donc voilà un peu le changement principal, facteur de blocage. Et puis après, la deuxième question corollaire, c'est si je reste, est-ce que je vais pouvoir m'intégrer dans la nouvelle organisation du travail? Le deuxième champ qui peut effectivement amener des résistances au changement, c'est tout ce qui concerne les changements des conditions de travail. Donc je vais vous laisser pareil nous expliquer quelles peuvent être les principales craintes des salariés. On a eu les 35 heures, comme vous le savez, il y a quelques années. J'avais accompagné à l'époque une grande entreprise industrielle et l'enjeu était de conserver les mêmes types de salaires à 39 heures, mais la contrepartie, c'était des augmentations de productivité. Et donc, il y a eu beaucoup d'échanges et ça n'a pas été simple, parce qu'effectivement, ça a été un changement majeur dans l'organisation du travail des entreprises. Ensuite, on peut trouver aujourd'hui, principalement dans les forces commerciales, vu la crise, des aménagements des rémunérations, passer des rémunérations avec des commissions pour les commerciaux à des rémunérations fixes qui sont en règle générale moins intéressantes pour ces derniers. Et à part peut-être une baisse donc, du salaire, est-ce qu'il y a d'autres craintes, d'autres peurs concernant ce changement des conditions de travail? La crainte principale, elle n'est pas liée véritablement à aux conditions du travail, mais à la relation qui sera établie entre le nouvel employeur, si c'est une fusion, ou l'employeur dans sa nouvelle manière de manager ses équipes. Et donc, il y a forcément des tensions qui s'opèrent à ce moment-là. Nous intervenons pour éviter qu'elles amènent à des situations très problématiques, voire qui amènent à la grève, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Alors justement, venons-en donc aux fusions, au rapprochement d'entreprises. Est-ce qu'il y a de même un certain nombre de situations de blocage et de résistance au changement? Alors, malheureusement, dans toutes les fusions-acquisitions auxquelles j'ai participé en conduite du changement, alors que les principes de base, c'est plutôt une synergie collective où on essaye de faire un plus avec les deux, on s'aperçoit qu'il y a souvent un modèle dominant-dominé qui s'opère. Un seul contre-exemple intéressant pour moi, c'est l'accompagnement d'une grande entreprise dans le bâtiment qui a su faire grandir des petites PME qu'elle rachète en permanence
et elle les intègre dans son modèle de gouvernance. Et ça veut dire que ce n'est pas une fatalité, hein, qu'une fusion-acquisition perdante, si je puis dire, parce qu'en général, les deux perdent au bout du compte. D'accord. Et quelles sont les craintes que peuvent ressentir les salariés en cas justement de fusion ou de rapprochement d'entreprise? La première peur, évidemment, c'est la perte de l'emploi, puisque particulièrement sur les équipes dirigeantes, autant les personnes opérationnelles sur le terrain, il les faut toujours, autant les doublons se font en direction et dans les services administratifs. Donc on assiste beaucoup à des reclassements ou voire à des plans sociaux par rapport à cette fusion-acquisition. Donc c'est vraiment la première crainte. La deuxième, c'est est-ce que je vais m'intégrer dans cette nouvelle culture d'entreprise? J'avais mes modes de fonctionnement, j'avais mes habitudes, j'avais un certain nombre de principes d'action. Est-ce qu'ils vont être conservés, bousculés ou même niés par la prochaine direction? Voilà une des grandes interrogations que peuvent avoir les gens. D'accord. Et est-ce que ce sont plutôt des craintes individuelles ou plutôt des craintes collectives? Je dirais que si vous voulez, les unes se nourrissent des autres. Chacun regarde sa situation. Est-ce que le changement va m'apporter quelque chose? Est-ce qu'il va m'enlever quelque chose? Et après, comme malheureusement la communication, et on y reviendra, est pas toujours à la hauteur de ce qu'il faut faire, c'est là-dessus que nous insistons, les rumeurs commencent à s'amplifier, les gens expriment leurs craintes à travers des hypothèses. Et comme vous le savez, on a tous fait ces exercices quand on était petits, d'un mot à un autre, on en arrive à des choses qui ne sont pas forcément réelles, mais qui pourtant inquiètent très fortement les collaborateurs, les salariés dans leur ensemble. Et justement, donc, il y a cette rumeur. Est-ce qu'il y a d'autres amplificateurs qui peuvent amener à un blocage, à une grève? Alors, quand ça dégénère, effectivement, au point du blocage que vous évoquez, on retrouve deux cas principaux. Un du côté de la direction, qui ne communique pas assez et qui donc amplifie ses craintes, ses peurs. Donc là, il peut y avoir un blocage. Deux, en même temps ou séparément, il peut y avoir un jusqu'au-boutisme des organisations syndicales qui préfèrent casser le modèle plutôt que d'intégrer de nouvelles habitudes. On en a un bon exemple, malheureusement, si je puis dire bon exemple, avec la SNCM en ce moment. Oui, effectivement. Et est-ce que cette peur des blocages, justement par les instances représentatives, par les syndicats, n'empêche pas un certain nombre de chefs d'entreprise en fait, de trop se développer pour éviter de franchir un certain nombre de seuils, on va dire, fatidiques pour leur entreprise? Et oui, et ça c'est une des grosses problématiques par rapport au chômage et donc à l'emploi. Passer à avoir un CE, donc 50 personnes, ça empêche certaines embauches. Et j'ai eu des cas où effectivement les gens se posaient des questions. Quand il y a un marché, quand il y a de la croissance et quand, je dirais, l'entreprise est plutôt saine, c'est assez vite dépassé. Mais aujourd'hui, vu les situations très délicates des carnets de commandes des entreprises, c'est un des facteurs qui aggrave leur immobilisme en matière de recrutement. Tout à fait. Alors, on a parlé des freins au changement de manière générale. Comment faire pour aller plus dans le pratique et vraiment déterminer les freins au changement d'une entreprise donnée? Alors, dans un premier temps, souvenez-vous, lors de notre introduction, on avait évoqué 4 grands champs. Et ces 4 grands champs, on les représente autour d'une matrice qui permet d'analyser avec le comité de direction, en général on prend l'équipe de direction là-dessus, et de voir les impacts du changement dans chacun de ces champs. À partir de ce moment-là, et une fois qu'on a bien exploré tous les impacts à la fois dans les cases et les interrelations entre les différents champs, parce que évidemment, par exemple, je change une structure d'organisation, un organigramme, ça va forcément avoir des impacts sur le champ du management, voire des systèmes, voire de la culture. Donc on regarde aussi les interactions et à partir de ce moment-là, on bâtit avec l'équipe de direction un plan d'action dont la communication sera le maître mot. Et alors c'est bien de déterminer des freins au changement, c'est peut-être mieux de comprendre les facteurs clés de succès de la réussite du changement, donc ce sera un deuxième module. Mais juste comme ça, pour allécher, on va dire, nos téléspectateurs, est-ce qu'il y a des facteurs clés de réussite pour un changement? Oui, bien sûr, tout à fait important. Je parlais de la communication, c'est pas la seule, mais il y a un élément qui est important, c'est la prise de conscience à la fois des équipes dirigeantes et des collaborateurs. Et c'est pour ça que nous accentuons autour de cette analyse la mise en place. Nous insistons beaucoup avec nos clients sur la nécessité de bien parfaire la communication
avant le changement. C'est-à-dire que très souvent, une fois que le changement est décidé dans l'entreprise, les choses se mettent trop rapidement en place. Monsieur Pichou, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations et je vous donne donc rendez-vous dans 2 autres modules, dont un sur les facteurs clés de succès de la réussite du changement. Merci beaucoup.